Excellences, Mesdames et Messieurs, bonjour. Je me présente, je suis Andra Parsou et je représente la ENA, qui est l'association malgache des anciens de l'ENA. Au nom de notre association, je suis extrêmement heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'IFM à l'occasion de cette table ronde sur la société civile. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous souhaiter d'abord une excellente année 2022, même si nous avons dû adopter une nouvelle normalité à cause de cette pandémie et que l'on doit aussi s'adapter aux aléas climatiques. Permettez-moi encore, au nom de l'association aussi, de remercier nos partenaires de toujours. En premier lieu, l'ambassade de France, qui nous soutient depuis la création de l'association. On remercie également l'IFM, avec qui nous organisons donc très régulièrement des cycles de conférences. On remercie également les techniciens qui nous permettent de communiquer avec vous aujourd'hui, soit ici dans la salle, soit plus tard aussi sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, on vous remercie, vous, public, qui êtes venus nombreux. On a dû même décommander un certain nombre d'entre vous. Et j'espère qu'ils nous comprendront compte tenu d'un changement de dernière minute à laquelle on a dû faire face. Et enfin, non des moindres, je remercie surtout donc nos 4 panélistes d'aujourd'hui, de grandes personnalités issues de la société civile et du secteur public maintenant, des personnes qui ne sont plus à présenter et qui garantissent déjà donc que nous allons avoir une table ronde de grande qualité ici. Et vous-même, cher public, qui êtes nos invités, parce que cette fois-ci, on n'a pas lancé de communication grand public, on a lancé des invitations à l'endroit d'un certain nombre d'entre vous, et nous nous réjouissons d'avoir votre présence physique aujourd'hui, et votre présence garantit aussi donc un grand débat de qualité en deuxième partie. Justement, la table ronde d'aujourd'hui va se dérouler donc en 2 parties. D'abord, il y aura un tour de table des 4 panélistes. Elles auront chacune 2 fois 5 minutes, donc 2 tours de table. Et après, donc, il y aura un échange avec le public. Alors, pour entrer dans le vif du sujet, quelle société civile pour Madagascar ? Une notion qui a beaucoup évolué à Madagascar ces dernières années. Une notion parfois galvaudée, au point qu'à un certain moment, beaucoup de monde se réclamait d'être de la société civile. Alors, pour commencer notre table ronde et pour bien définir le concept et ses contours, nous allons d'abord demander à Madame Luvarabari Rakutundravuni de bien cadrer cette table ronde. Luvarabari Rakutundravuni est journaliste depuis bientôt 20 ans. Elle est rédactrice en chef de 24MG depuis 2 ans. Et avant cela, elle a été rédactrice en chef du quotidien L'Express de Madagascar. Elle est également correspondante à Madagascar du service en français de BBC Afrique et de l'agence Reuters. Elle est également formatrice en journalisme et enseignante à l'École supérieure de l'information et de la communication. Elle est diplômée en droit, en histoire et en journalisme de l'Université d'Antananarivo et en management des médias de l'École supérieure de journalisme de Lille. Madame Luvarabari Rakutundravuni, la parole est à vous. Merci Ange. Si vous permettez, je vais ôter mon masque. Je pense que nous sommes suffisamment distants pour que je puisse me le permettre. Merci Ange Merci de me donner la parole. Alors, je parlerai d'abord, donc, avant tout, de ce que c'est que la société civile, mais surtout de ce que moi, j'entends par la société civile. Qu'est-ce que la société civile, comment on la définit? Alors, globalement, la société civile, elle désigne un ensemble d'associations non gouvernementales, parce qu'on parle de société civile. Donc, d'abord, c'est non gouvernemental. C'est des associations qui vont agir comme groupe de pression pour défendre les intérêts
des individus et des collectifs qu'elle représente. Donc, elle représente des individus et des collectifs, des collectivités, et elle va agir comme groupe de pression pour défendre les intérêts de ces groupes qu'elle représente. Donc, pour cela, la société civile, elle va fournir des acteurs et des contre-pouvoirs indépendants de l'État, d'abord, des politiques aussi, mais aussi des marchés du milieu économico-commercial. Elle va fournir ces acteurs-là, ces contre-pouvoirs-là, qui sont essentiels au bon fonctionnement d'une démocratie. Alors, ces associations, elles vont par exemple agir pour un meilleur respect des droits de l'homme. Elles vont se battre pour faire, par exemple, passer une loi dans l'intérêt justement des groupes qu'elles défendent. Elles vont essayer de peser sur des choix politiques, sur des choix économiques. Elles vont essayer de peser sur les questions aujourd'hui de plus en plus environnementales. Je pense que c'est cette société civile-là qui, aujourd'hui, va permettre que la population elle ne soit pas abandonnée à son sort ou qu'elle ne vive pas, que cette population ne vive pas en marge que cette population vive, c'est elle qui va permettre que cette population ne vive pas en fait en marge du système politico-économique que lui impose le pouvoir. Donc, comme je le disais, c'est elle qui va défendre les intérêts des collectivités, des communautés, des groupes, et important, à mon sens, sans chercher elle-même à avoir des avantages politiques ou des avantages économiques, des actions qu'elle exerce. Aujourd'hui, on parle de quelle société civile pour Madagascar. Je répondrai que Madagascar a aujourd'hui plus que jamais besoin de cette société civile-là. Une société civile qui va d'abord interpeller, une société civile qui va faire des plaidoyers, une société civile qui va pousser les citoyens à réfléchir par eux-mêmes, et puis qui va aussi pousser les citoyens à se battre pour leurs droits. La société civile, elle a un rôle de contre-pouvoir, elle a un rôle de plaidoyer, comme je le disais, elle a un rôle d'interpellation et elle a un rôle de défenseur des intérêts de ses membres, des intérêts des collectivités. Aujourd'hui, on a de plus en plus des associations, des organisations non gouvernementales, donc des membres des organisations de la société civile qui vont sur le terrain et qui vont suppléer aux actions de l'État à travers des écoles, à travers des hôpitaux, à travers diverses activités qui, en principe, devraient relever de l'État et, dans une moindre mesure, qui devraient aussi, en principe, relever du secteur économique. Parce qu'aujourd'hui, surtout, c'est comme si c'est devenu une nécessité, parce qu'aujourd'hui, les gens semblent convaincus que ce sont surtout les actions qui comptent, les actions qui ont des impacts directs sur la population. Et généralement, quand on parle d'interpellation, les gens pensent qu'il n'y a pas d'impact direct sur la population. Ce que les gens ont envie de voir, c'est quand une population est pauvre, on leur donne à manger. Et aujourd'hui, on a de plus en plus d'organisations de la société civile qui vont aller dans ce sens-là, qui vont suppléer aux actions de l'État. Après tout, c'est à l'État d'assurer que la population soit éduquée, c'est à l'État d'assurer ou de mettre au moins les systèmes pour que la population ait droit à la santé. C'est au monde économique, au monde commercial de créer du travail. Aujourd'hui, de plus en plus, on a des organisations de la société civile qui vont dans ce sens-là. Car aujourd'hui, ce qui compte à Madagascar, on a l'impression que ce qui compte à Madagascar, c'est d'améliorer le niveau de vie de la population. Je ne dis pas que ce n'est pas important, parce que de plus en plus, comme je le disais, la société civile, elle est active et elle est de plus en plus présente là où l'État est absent, là où l'État a failli. Mais à mon sens, le rôle premier de la société civile, cela va d'abord être d'amener l'État à remplir son rôle,
d'amener aussi les citoyens à remplir le leur. Pas seulement l'État, mais aussi les citoyens à remplir les leurs. Et peut-être que c'est dans ce sens-là que je ferais peut-être preuve de... ça serait trop fort de le dire, mais je ne trouve pas le mot d'indulgence, entre guillemets, envers ces organisations de la société civile qui vont sur le terrain et qui vont pratiquement faire le travail de l'État, qui vont presque faire quand on parle des entreprises sociales qui sont créées par des organisations de la société civile, quand on a des ONG qui vont essayer de générer des revenus, créer du travail et tout ça, on peut comprendre dans la situation où Madagascar est aujourd'hui. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que le rôle premier de la société civile, et c'est mon avis, c'est d'amener l'État à remplir son rôle. Donc, la société civile doit interpeller, la société civile doit faire des plaidoyers, et puis d'amener aussi les citoyens à remplir le leur, et peut-être, dans ce sens-là, aider à l'éducation, aider à assurer la santé, etc., etc. Merci. Merci beaucoup, Louvera Pars, pour cette excellente introduction et puis ce cadrage des thèmes. Donc, la société civile malgache, au lieu de s'en tenir à son rôle premier, qui est donc d'interpeller afin d'amener l'État ou bien les citoyens à remplir leurs devoirs, est aujourd'hui amenée à agir concrètement sur le terrain, là où l'État a failli, là où le secteur économique aussi a failli. Ce qui fait donc qu'on en arrive à la situation d'aujourd'hui. On va écouter maintenant notre deuxième intervenante qui est Minerva Bernako. Elle est magistrate depuis 2010, mais néanmoins donc ses débuts au sein de la société civile datent de ses années universitaires durant les actions de bénévolat auprès de la CDI à Fianarantsoa et l'ONG Fianarantsoa à Arques. Elle fut ainsi amenée à faire des actions de plaidoyer avec le KMF CNOE et la CFAFI et a ainsi découvert l'ampleur du chantier, mais aussi l'utilité des actions menées directement sur le terrain. Elle s'est ainsi orientée vers la protection des droits de la femme depuis l'année 2006. Elle a été membre de la Fédération pour la protection des femmes et des enfants à Thomasne depuis 2011. Elle a intégré la YLTP, toujours dans l'optique de la protection des droits de la femme et des enfants. Elle a ainsi été élue présidente de la Fédération pour la protection des femmes et des enfants à Thomasne de 2014 à 2017. Et en 2017, elle a complètement changé de cap en voyant la réalité des jeunes à Madagascar. Et elle s'est alors orientée vers la promotion du droit à l'éducation. Elle a fondé l'association Ftarkin Djambalafon dans cette optique depuis l'année 2019. Elle est également enseignante à l'université de Thomasne depuis 2012 et toujours dans le but de mieux comprendre la société et d'impacter positivement à travers la société civile. Elle est encore actuellement étudiante inscrite au cursus M2 d'anthropologie des pratiques quotidiennes à l'université de Thomasne. Elle a été déléguée syndicale du syndicat des magistrats de Madagascar au sein du TPI de Thomasne de 2016 à 2018 et elle continue actuellement à être une membre très active du syndicat. Et sans vous dévoiler quoi que ce soit, je crois qu'elle sera amenée à jouer un rôle au sein du bureau central du SMM dans un jour très très proche. Alors, je demanderai à Madame Minerva Bernako de livrer ses impressions et son analyse de la société civile malgache à travers ce riche parcours qu'elle a eu à la fois donc aussi bien dans la société civile que dans le secteur public. À vous la parole. Merci de m'avoir cédé la parole. Je vais aussi me permettre de doter le masque pour un peu plus de visibilité aussi. Alors effectivement, j'ai été plongée dans le monde de la société civile à peu près, ça va faire une décennie. Pour compléter un peu ce que la précédente intervenante a dit, c'est qu'actuellement, la définition de société civile, c'est elle-même élargie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement les associations qui sont dedans, il y a les ONG, il y a les fondations, mais surtout les syndicats.
c'est toute une force au niveau de la nation elle-même qui s'est fédérée, on peut dire, qui s'est fédérée dans cette appellation organisation de la société civile. Je dirais, de par mon analyse personnelle, il y a eu à peu près 3 périodes que j'ai observées durant tout ce temps. La première période, c'est que il y a eu une période où la société civile était en train de tâtonner, de savoir exactement, de se définir elle-même, de savoir son essence, son origine, comment est-ce qu'elle devait réagir par rapport à la situation à Madagascar. Ensuite, il y a eu une période de plaidoyer et de lobbying, une forte période de plaidoyer et de lobbying. Et actuellement, je constate que nous sommes dans une période où la société civile est devenue proactive, c'est-à-dire elle descend sur les terrains, elle ne se contente plus à donner des formations, des ateliers, à faire des plaidoyers, des lobbying. Elle agit concrètement sur le terrain. Peut-être, je dirais peut-être que c'est la réaction face à la situation actuelle, ou peut-être aussi que la société civile se rend compte qu'il ne suffit plus de mener des actions sur table et d'être intermédiaire entre la société elle-même et les décisionnaires. Et elle commence à se mouiller complètement, à aller sur le terrain, comme Madame Louvarabara a dit tout à l'heure. Maintenant, on se demande si, effectivement, c'est le rôle qu'elle devrait avoir. Parce que, paradoxalement, à partir du moment où elle se mouille, elle va sur le terrain, ça veut dire que là, elle se dit, ce n'est plus efficace de hausser le ton, il faut faire quelque chose. Paradoxalement, cela démontre que toutes les actions de plaidoyer et de lobbying n'ont pas réussi. Paradoxalement, cela veut dire aussi qu'il y a des actions, il y a des personnes qui, normalement, devraient faire ce que la société civile fait, mais elle ne le fait pas, et la société civile a décidé de le faire et de ne plus rester inactive. Maintenant, est-ce que c'est dans son essence même d'avoir cette mission de service public? Là est la question. Est-ce que normalement, c'est ça le leitmotiv de la société civile? Pourquoi est-ce que la société civile actuellement commence à avoir cette position-là et se dit, non, nous allons aussi entrer, nous allons nous permettre d'effectuer des missions de service public. Nous allons nous permettre par exemple, de bâtir des écoles. Nous allons nous permettre de bâtir des centres de santé. Nous allons nous permettre de lever des fonds pour doter un tel centre hospitalier de matériel hospitalier. Nous allons nous permettre de faire des actions dans le domaine de l'éducation. Nous allons nous permettre d'enseigner. Tout ça, ce sont des missions de service public que la société civile s'est arrogée de fait et qu'elle effectue actuellement. La question aussi est de savoir mon appréhension, c'est qu'à un moment donné, la société civile, elle va s'essouffler si elle continue dans cette optique-là, parce que ça va demander des fonds. Nous voyons tout le temps sur les réseaux sociaux et partout des demandes de levée de fonds qui normalement, plus ces demandes-là foisonnent, cela veut dire que il y a des choses qui ne vont pas dans la normalité. Et vu que la société civile, elle est là dans un but non lucratif, parce que qui dit société civile dit, de par son essence même, altruisme, elle va être obligée de trouver des fonds un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle les sociétés civiles, actuellement, elles s'érangent en entreprises sociales, comme l'ancienne intervenante a dit. Elles s'érangent en entreprises sociales pour essayer d'avoir des fonds, pour ensuite les injecter dans les missions qu'elle s'est arrogée de faire. Et on en est là actuellement. Peut-être, ça va encore évoluer dans une 4e période, une 5e période. On va voir
une évolution dans un tel ou dans un tel optique. Le souci aussi, le souci actuellement aussi, c'est que il y a une certaine force qui se dit « Ah là, la société civile, elle se permet de faire ça, donc la société civile, actuellement, elle est contre nous. » Ça aussi, c'est la conséquence. C'est la conséquence parce que lorsque la société civile fait ça, elle fait aussi pour que ça se voit, pour que ça se sache. Donc, il y a la visibilité. Et quand c'est visible, les gens se demandent pourquoi est-ce que c'est cette organisation-là qui fait ça alors que ça devrait être celle-là. Et de fait, c'est une conséquence logique, il va y avoir un choc entre la société civile elle-même et ceux qui devraient faire, qui ont la mission normale de faire les actions que la société civile font actuellement. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. On va voir pour la suite. Merci beaucoup pour cette très intéressante éclairage. Votre analyse personnelle sur la situation actuelle de la société civile malgache qui donc est toujours dans cette même optique amenée à faire ce qui est au-delà de sa mission principale qui est uniquement donc d'interpeller. Et ainsi, la société civile, à un certain moment donné, se heurte à, si ce n'est de la résistance, au moins une certaine réticence de la part des acteurs traditionnels qui devaient donc mener cette mission. Nous allons maintenant donc entendre l'intervention de Madame le Président Saoundjara Benarif, qui n'est plus à présenter. Elle est en effet nommée présidente du CSI, Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, le 20 février 2019. Auparavant, elle était membre actif de la société civile malgache. Elle a été pendant 10 ans administrateur de la Fondation pour les aires protégées et la biodiversité de Madagascar, agissant même comme présidente du conseil d'administration entre 2011 et 2015. Elle a été membre de l'Observatoire de la vie publique, OCFAFI, qui est le commentateur influent de la vie publique malgache, la démocratie et les élections de janvier 2011 jusqu'à sa nomination au sein du CSI, donc en février 2019. Et de novembre 2018 à août 2019, elle est l'un des 4 membres du comité de normalisation mis en place par la FIFA au sein de la Fédération malgache de football, dans le but d'assainir la gouvernance de cette association et préparer les élections de son nouveau président et comité exécutif. Juriste d'affaires, elle dirige, depuis son retour des États-Unis en 2004, un cabinet de conseil juridique. Madame le Président, la parole est à vous. Merci beaucoup, Angie. Merci pour cette présentation et cette invitation aujourd'hui. Et bonjour à tous. Avant de commencer, je vais juste précéder mes propos en disant que je suis là en mon nom personnel et tout ce que je dis est mon avis personnel, pas celui du CSI. Mais je pense que j'ai été invitée en partie parce que, après avoir longuement évolué dans la société civile, on peut dire que j'ai franchi la ligne rouge. J'ai un point de vue, je dirais pas vraiment tout à fait différent depuis que j'ai franchi le gouffre, on va dire, mais il est quand même modifié. Beaucoup d'entre nous ne savent peut-être pas que le CSI, le Comité pour la sauvegarde de l'intégrité, a 7 membres, dont 5 au moins, jusqu'à 6 émanent de la société civile. Il y a l'Ordre des experts comptables, l'Ordre des avocats, l'Ordre des journalistes, la Fédération des chambres de commerce et un représentant des organismes de la société civile, je dirais entre guillemets, classiques. Sinon, il y a le médiateur et ça dépend. Le président du CSI est nommé par le président de la République et mes 2 prédécesseurs étaient des ministres. Je crois qu'à l'image de ces membres du CSI, la société civile est extrêmement vaste, diversifiée, plurielle. Elle n'est pas monolithique et il n'y a pas une société civile. On ne peut pas dire la société civile. C'est cette diversité et le fait qu'elle est plurielle qui fait sa force. Pour moi,
la société civile, c'est cet espace où un individu peut s'engager dans une action qui l'intéresse, civique et volontariste, sans nécessairement faire de la politique. Cette vie associative, elle permet donc un engagement civique en dehors de son cercle familial ou même de son milieu professionnel, même si quelquefois ça peut être attaché à son milieu professionnel. Donc il y a les églises, les associations et les fédérations de toutes sortes, comme la Fédération malgache de football est une association. Le CFAFI est une association. La Fondation pour les aires protégées est une fondation. Et derrière cette pluralité et cette diversité, il faut aussi voir aussi l'évolution de l'histoire. Je crois qu'à un moment donné, et ce serait une étude intéressante s'il y a des étudiants dans la salle qui voudraient faire une étude approfondie sur la société civile à Madagascar. Je crois qu'au départ, elle était surtout caritative. C'était aider les pauvres, aider les prisonniers, aider les lépreux, les orphelins, genre de choses comme ça. Vraiment surtout caritative, peut-être liée à l'Église ou la religion en général. Mais après, je dirais à partir des années 90, avec la fin de la guerre froide et tout ça, il y a eu cette montée en puissance de la société civile, je dirais, entre guillemets, électorale. La naissance du KMF Knoé, la naissance du CFAFI. Ceux qui étaient, enfin c'est presque une action politique, parce qu'ils voulaient des élections libres et indépendantes et changer le système d'un seul parti ou d'un dirigeant autoritaire ou dictateur, genre de choses comme ça. Et comme certains l'avaient évoqué tout à l'heure aussi si on regarde l'histoire, il y a eu la naissance des ONG, des différentes ONG, qui sont devenues ce qu'on appelle les agences d'exécution de projets. Ils étaient là pour exécuter les projets des bailleurs. Et c'est pas pour rien que la loi sur les ONG malgaches est née en 1998, je crois, parce que c'était le moment où on commençait à créer des ONG de droit malgache. Avant ça, c'était les ONG internationales qui travaillaient surtout à Madagascar. Et ces agences d'exécution, surtout dans le monde environnemental, la Fondation pour les aires protégées de Madagascar, c'est une création des bailleurs avec l'accord de l'État pour financer la protection des aires protégées. Mais MNP, Madagascar National Parks, c'est une association créée pour enlever peut-être certaines activités ou le rôle, comme on avait dit tout à l'heure, étatique et donner à de nouveaux acteurs. Et enfin, je crois, dans cette évolution historique, il y a l'évolution la plus récente, qui est l'intégration de la société civile dans les organes étatiques, dans la CNI, dans la CSI, dans la CNIDH, dans toutes sortes de comités à moitié publics, à moitié privés, comme si c'était une baguette magique qui allait améliorer la performance, disons, de la CNI ou d'autres organismes. Ça, c'est un peu la dernière évolution. Mais en tout cas, ce que je voulais dire ici, pour commencer, c'est justement parce qu'elle est plurielle, en fait, qu'elle est très riche, la société civile, et que le degré de formalisation, de professionnalisation doit varier. On ne peut pas exiger le même niveau de formalisation, de professionnalisation, même si, il faut le dire, par exemple, la Fondation pour les aires protégées, c'est une gouvernance vraiment de haut niveau, entre guillemets. Les ONG à Madagascar, les ONG de droit malgache, selon la loi, c'est presque comme des sociétés anonymes. Il y a des conseils d'administration, il y a des directions exécutives, etc. C'est très professionnel. Les fédérations sportives, maintenant, de plus en plus, la question de gouvernance, c'est-à-dire vraiment des règles de gouvernance qui s'approchent de plus en plus encore
du secteur privé, parce qu'il faut des états financiers, il faut des rapports d'activité, il faut élire les représentants, genre de choses comme ça. Donc il y a une poussée vers cette professionnalisation, mais c'est peut-être pas pour tout le monde. Et je vais illustrer avec, avant de terminer mes propos. J'étais une fois en zone rurale dans le cadre de la Fondation pour les aires protégées de Madagascar, et on finançait les activités des populations riveraines. Et il y avait un monsieur qui, très fier de lui, m'annonçait, qui bénéficiait du financement, oui, on a enfin obtenu Vitane Amze Madame Antaratasumbaza, c'est-à-dire les papiers français ou étrangers, ou je ne sais pas comment traduire. J'étais un peu choquée, hein, parce que pour lui, donc, l'association des riverains, bon, elle était dans la tradition malgache peut-être, etc. Mais pour bénéficier de notre financement, il fallait se créer en association 60-133, avoir la paperasse étrangère. Et ça m'a vraiment marqué, hein, cet événement, parce que on va de ça à la fédéralisation des organismes de la société civile, parce que les bailleurs ne savent pas à qui parler. Donc il faut que vous vous organisez, que vous élisez des représentants, ce qui amène à ce que la société civile visible, qui représente, qui parle, qui plaide, qui interpelle, qui ceci ou cela, a le même profil que les élites politiques et économiques. Elle émane même de ces élites politiques ou économiques. Elle est biaisée de la même manière parce qu'elle vient des centres urbains et elle est très centralisée. Le monde commence à Tananarive et on ne sait rien du monde extérieur. Et bon, je pense évidemment qu'on va revenir là-dessus, mais la question d'indépendance financière, justement, et de cette récupération, instrumentalisation par les bailleurs est une importante question. Merci. Merci beaucoup, Madame le Président. Vous avez souligné donc le caractère pluriel de la société civile malgache qui doit être vu comme une richesse. Cela constitue une piste que nous allons explorer pour le second tour de table. Nous allons maintenant donner la parole au docteur Ketekanjinera Fitson, qui est donc titulaire d'un doctorat en sciences politiques. Elle dirige depuis 2018 la section nationale de Transparency International qui lutte contre la corruption et promeut la transparence, l'intégrité et la redevabilité à tous les niveaux de la société. Militant depuis plus de 15 ans dans la société civile nationale et internationale, elle mène des recherches indépendantes sur le processus de démocratisation, la résistance civile non violente et l'engagement citoyen qui sont ses principaux centres d'intérêt. Docteur Rafitson, la parole est à vous. Merci Ange et bonjour à tous et bonne année. Je pense qu'il n'est pas encore trop tard. Je pense que beaucoup a été dit par mes trois collègues et amis sur la société civile, mais j'aimerais quand même tout d'abord circonscrire un peu plus la notion. Pour moi, la société civile, c'est juste un regroupement de civils, tout simplement, un regroupement de citoyens qui peut être formel ou non formel, formalisé ou non, et qui poursuit des intérêts particuliers, comme Louva l'avait dit au tout début. Et donc, nous qui sommes dans cette salle, si nous décidions de former une association, même informelle, en ce moment même, pour revendiquer quelque chose, on ferait déjà partie de la société civile. Et ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, parce que j'ai l'impression que de plus en plus, de par le fait qu'on parle de plus en plus d'une société civile professionnelle ou des OSC, comme on le dit aujourd'hui, les organisations de la société civile, on finisse par discriminer une grande partie de cette société civile elle-même. Moi, je suis d'accord avec l'appellation « la société civile », dans le sens où c'est un grand fourre-tout, si vous voulez, mais il y a une multitude de composantes à l'intérieur. Et c'est cette multitude-là qu'il faut valoriser. Je pense, Saounja, que l'étude dont tu as parlé tout à l'heure, que tu as souhaité, je l'ai menée il y a quelques temps dans le cadre de ma thèse, pour remonter aux origines de la société civile malgache. Et c'était en fait, dans les temps royaux déjà, il y avait
des regroupements citoyens comme cela, mais la notion de société civile n'existait pas encore ici à Madagascar à l'époque. Sous la colonisation, après, il y a eu de plus en plus de petites associations, mais c'était surtout les associations d'originaires à l'époque, originaires du Betsleo, de n'importe quelle région, puis les associations sportives, culturelles, puis les associations politiques. Ça, il ne faut pas les oublier, parce qu'elles faisaient de la résistance à cette époque. Et toutes ces parties de la société civile, y compris celles qui étaient informelles, s'étaient engluées ensemble pour résister contre l'ennemi, à l'époque qui était, qui vous savez quoi. Après le retour à l'indépendance, on constate une certaine dilution de la société civile, comme s'il n'y avait plus d'ennemis. Bon, on est retourné aux associations ennemies, entre guillemets, associations d'originaires, etc. Puis ça se réveille dans les années 70 avec l'avènement de Ramanatsu, puis Ratsirak. Ratsirak surtout a réveillé cette volonté de résister quelque part. Et les associations ont commencé à se reformer. Et dans les années 80, on assiste à une augmentation de ces associations-là. Puis viennent les ONG. Pour moi, les ONG ne font pas partie de la société civile. Je suis désolée, hein, c'est un point de vue. Parce que, comme tu l'as dit, Saounj, ces ONG, elles ont été créées par une volonté extérieure d'abord. Et puis, elles sont créées dans un but spécifique. On va dire qu'il y a des ONG, par exemple, pour, je ne sais pas, la riziculture. Donc, elles font dans la riziculture, il y a un but spécifique et c'est plutôt technique. Et ça ne poursuit pas forcément des intérêts spécifiques, on va dire, qui se transforment par la suite en intérêt communautaire et en intérêt général à un plus haut niveau. Donc, il faut faire la distinction. Et je pense que l'une des appellations qui, moi, me conviendrait, et qui est parfois utilisée par certains bailleurs de fonds, c'est acteurs non étatiques. Tout simplement, on ne fait pas partie de l'État, on n'est pas des militaires ni quoi que ce soit, et on agit pour le bien commun. Ça, c'est la composante qu'il faut garder à l'esprit aujourd'hui quand on dit société civile, de n'importe quel bord, etc., hein, à l'exclusion des ONG, encore une fois. Donc moi, je parle des associations, des fondations, et quand on dit association, pas forcément formalisée, encore une fois, les associations de quartier qui n'ont d'association que le nom, dans le sens de regroupement, les Antukpir, les troupes de Irakas, tout ce que vous voulez, ça fait partie de la société civile. Et il y a des aspects culturels, etc. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai pu découvrir un fait stupéfiant qui explique peut-être l'une des faiblesses de la société civile aujourd'hui. Et pourquoi est-ce qu'on a l'impression de ce statu quo? On stagne peut-être, on n'avance pas, parce que nous, moi je parle de TI par exemple, et d'autres associations qui nous sont proches, on évolue dans la gouvernance, la quête pour la transparence, l'accès à l'information, etc. Et en étudiant les créations d'associations, donc formelles cette fois-ci, en compulsant des registres de Tana et de Vaknakaraj de 1978 à 2010, pour près de 15 000 créations d'associations, seulement 0,48% de ces organisations de la société civile-là s'intéressent à la démocratie, à la gouvernance. Tout simplement. Le reste sont ce que j'appelle des organisations de la société civile de service public. C'est un non-sens, en quelque sorte. C'est-à-dire, elles en ont parlé tout à l'heure, hein, ce sont les organisations de la société civile qui font ce que l'État devrait faire, tout simplement. Ce sont en quelque sorte des prestataires de services, dans le sens où elles fournissent un service. Je ne juge pas, je ne dis pas que c'est mal ou c'est bien, mais j'ai juste l'impression que ça encourage la déresponsabilisation de l'État, parce que l'État a une position ambiguë. Une fois, l'État est content d'avoir les OSC qui remplissent les missions à sa place. OK, les OSC fournissent de l'eau potable, éduquent les enfants, tout ça, l'État est bien content.
Après, quand une partie de la société civile interpelle l'État, puisque c'est son rôle primaire, son rôle de contre-pouvoir, l'État se dit « mais qui sont-elles pour oser nous interpeller ?» Et voilà ces chères personnes du gouvernement qui disent oui, la société civile a franchi les limites. Pour qui se prend-elle ? On a déjà les députés qui sont là pour représenter les intérêts des citoyens. On n'a pas besoin de société civile. Il faut réviser ses cours et ses basiques. C'est tout à fait différent. Certes, les députés, les parlementaires ont le rôle, surtout les députés, de représenter la voix de leurs administrés dans leurs circonscriptions respectives. Mais le font-ils ? C'est l'objet d'un autre débat. La société civile, les organisations de la société civile sont aussi des intermédiaires, des passerelles entre l'État et les citoyens. Parce que comment est-ce que 27 millions de citoyens pourraient s'exprimer directement ? Ce serait la cacophonie. Les OSC sont là pour temporiser et pour être la voix des sans-voix aussi. Donc il y a ce choc, mais tout dépend de la position dans laquelle on se trouve, je dirais. Tout dépend de nos intérêts, tout dépend des jours aussi. Pour l'État, j'ai l'impression. Mais pour terminer cette première partie, je dirais juste que il est vrai que moi-même, je déplore que la société civile, une certaine société civile, présente aussi les mêmes tares que la société politique. Il y a beaucoup de politisation d'une partie de la société civile et c'est l'une des sources de la polarisation de cette société civile, source de son inefficacité. Aujourd'hui, n'empêche, il faut qu'on se dise aussi que la société civile s'est vidée de ses citoyens. Et c'est l'une des choses qui, moi, perso, m'attriste le plus. On crie dans le désert, on milite dans le désert parce qu'on n'a personne derrière nous. Les citoyens pour lesquels nous sommes censés militer ne nous soutiennent pas. Donc ça, cette difficulté de mobilisation, elle est désespérante, surtout lorsqu'on lutte contre la corruption, par exemple. C'est pas pour nous amuser, c'est pour l'intérêt général. Mais les citoyens ne suivent pas et l'État nous tire dessus. Donc qu'est-ce qu'on va faire au final ? Donc voilà, je m'arrêterai là, mais on aura l'occasion d'en débattre. Merci. Oui, merci beaucoup pour ce premier tour de prise de parole des 4 intervenantes, au cours duquel surtout on a parlé du constat de la société civile actuelle. Si l'on devait poursuivre un peu plus nos analyses et puis essayer aussi de voir les perspectives, j'aurais quelques petites questions pour vous, sans s'adresser nommément à l'une ou l'autre d'entre vous. Je les pose comme ça, et puis à chacune ou bien à celle qui voudra bien y répondre. Il y a donc un constat qu'il y a un succès de la part de la société civile lorsqu'elle agit au niveau local, mais il y a aussi un constat d'échec lorsque elle essaie de rassembler, lorsqu'elle se centre dans ses attributions qui devraient être normales, premières, qui est d'interpeller. Elle n'arrive pas à rassembler, comme l'a souligné le docteur Rafitson tout à l'heure. Alors, ma question, c'est est-ce qu'on devrait réorganiser la société civile, et si c'était le cas, comment ? Une autre interrogation qui se pose aussi, c'est concernant les relations, vous l'avez déjà évoqué aussi tout à l'heure, entre la société civile et l'État, la société politique ou même la société économique, comme l'a souligné aussi Louvara Bahari. Comment entretenir des relations saines avec l'État pour que justement l'État puisse voir d'un bon œil, comme vous le dites, les activités quand elles vont dans ce sens, et puis aussi qu'elles voient encore d'un bon œil lorsque la société civile interpelle. Et en troisième interrogation, concernant le financement, on a évoqué tout à l'heure, et je pense qu'avec les gens qui sont dans la salle, on aura le temps aussi de parler de ça, parce que si je ne me trompe pas, il y a des gens de PISCA, de l'ambassade de France, ici, justement, appuyer la société civile. Ils nous livreront leur vision d'appui à la société civile, mais vous l'avez souligné vous-même tout à l'heure,
Est-ce que la société civile malgache ou une certaine partie, justement, ne fait que chercher des financements, quitte à délaisser donc certaines causes qui devraient être leur activité première et se focaliser sur certains sujets, sur certaines thématiques pour lesquelles il y a beaucoup de financement. Peut-être que je m'arrêterai là, mais vous verrez à travers vos réponses aussi, à travers vos parcours surtout, s'il y a autre question à soulever. Et qui voudrait donc prendre la parole en premier? Oui. Merci. Alors effectivement, lorsque vous avez lu ma biographie tout à l'heure, c'était mentionné qu'avant j'étais dans le domaine du droit de la femme. Pourquoi est-ce que j'ai quitté ce domaine-là? À cause de ce que vous avez dit. C'est devenu, à un moment donné, c'est devenu un domaine où les fonds foisonnaient. C'était un domaine où tout le monde était en train de parler, mais pas de résultat. Et ça m'écœurait d'année en année. Je me dis, ça va faire 5 ans que je suis dedans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, et je ne vois pas de changement. Je vois pas de changement. C'est toujours la même situation. Et ce qui m'écœurait, c'est que l'argent qu'on dépensait pour les colloques, les ateliers, les formations, les 8 mars et tout ce qui va avec, je me suis dit, mais si on créait un centre professionnel pour les femmes, au moins, on dilapidait carrément des fonds dans des actions qui ne donnaient pas de résultats concrets, et on n'essayait pas de relever la barre et de se dire non, il y a quelque chose qui ne va pas là, il y a quelque chose qui cloche là. Pourquoi est-ce que les droits de la femme sont devenus une action ponctuelle tous les 8 mars et tous les 16 days, et après, hop, on n'entend plus rien. Et à la fin, c'est devenu quelque chose de... Bon, j'en riais des fois, je me suis dit, à chaque 8 mars, j'ai dit, ben non, cette année, je ne vais plus le faire parce qu'on organise pendant toute une semaine tout un programme de dépenses, d'argent, de carnaval, de je ne sais plus quoi. Et hop, l'année prochaine. Et l'année prochaine, c'est la même chose. Et hop, et on une décennie de dépenses exorbitantes. Je ne vois pas on crie toujours, on gueule toujours, je suis désolée pour le mot, et la situation est toujours la même. Si on regarde les statistiques de 2000 et les statistiques de 2021, je peux vous assurer qu'il y a très peu de choses qui ont changé. Donc là, effectivement, il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est la société civile qui s'est perdue dans des errances à cause des fonds, de l'argent qui foisonnait? Parce qu'il y a aussi une période où, bon, tiens, on parle des droits de la femme, et puis il y a plein de bailleurs qui vont donner, injecter de l'argent pour les droits de la femme. Après, on se dit, bon, mais maintenant, on va parler des droits des personnes en situation de handicap. Et les sociétés civiles vont être obligées d'inventer des projets qui vont aller en adéquation avec ce que les bailleurs exigent. Pas avec ce que la société elle-même exige, mais avec ce que les bailleurs, lorsqu'ils donnent des fonds, ils écrivent un tel domaine, et on est obligé d'être dans ce cadre-là. Et de votre point de vue de maintenant, est-ce qu'il y a moyen de pallier à cela ou d'améliorer les choses? Le problème, c'est que la société civile, actuellement, comme disait Madame Ketakanjiro tout à l'heure, elle commence à avoir peur. Très peu de sociétés civiles osent... Elle a peur, et très peu osent interpeller. Parce qu'effectivement, même si elle interpelle aussi, la société ne suit pas. Elle ne suit pas, et on dirait on va prêcher dans le désert. Et pourtant, quand on prêche dans le désert, on nous voit, on nous prend pour quelqu'un pour des contestataires, des personnes qui sont là pour tout le temps hausser le temps. Et la société elle-même, qui normalement doit pousser pour se dire, parce que la société civile, lorsqu'elle interpelle, elle n'œuvre pas pour elle, elle œuvre pour la société. D'accord.
C'est ça le problème. Il y a très peu d'associations osent actuellement hausser le temps et ils restent dans l'optique chercher des fonds et puis faire ça et puis faire ça et puis c'est ce qui reste. D'accord. Peut-être que je vais m'adresser à Madame le Président concernant la collaboration de la société civile avec l'État, étant donné que, comme vous l'avez dit vous-même, vous avez franchi la ligne rouge. Je partirai d'une petite histoire. Enfin, je ne vais pas citer le nom, mais j'imagine que vous verrez tout de suite de qui je voudrais parler. C'est une personne qui était très engagée dans l'observation électorale et qui jouissait d'une excellente réputation en tant que société civile dans ce domaine-là. Et une fois la personne nommée au sein de la CENI, mais quasiment du jour au lendemain, ce que le public a pensé de lui, c'était tout à fait autre chose. Alors, question toute bête peut-être et provocatrice, est-ce que la société civile c'est bien, est-ce que l'État c'est mal, ou est-ce qu'il n'est pas aussi possible qu'il y ait une saine collaboration entre les deux? Et justement, est-ce que le mix des deux, là, lorsque, comme vous l'avez dit, dans certaines institutions, on a mis des personnes de la société civile dans ces instances qui sont parfois des instances constitutionnelles même, est-ce que ça a bien marché de votre point de vue, ou bien qu'est-ce qu'il faudrait faire de ce côté-là? Bon, il n'y a pas une réponse facile. Mais ce que je peux dire, enfin, la première chose, c'est je comprends, on va dire, la réaction épidermique des élus ou des gouvernants quand on les critique. Parce que la critique est facile, mais faire, c'est très difficile. Et c'est en allant de l'autre côté du gouffre qu'on s'en rend compte. Mais la différence, c'est que vous êtes l'association des anciens de l'ENA. C'est un peu l'héritage de l'approche très étatiste à Madagascar qui fait que il n'y a pas... Enfin, moi, donc, je suis de formation américaine. Il n'y a pas ce qu'ils appellent aux États-Unis le revolving door, c'est-à-dire on peut devenir fonctionnaire et puis on sort et on entre et on sort. Parce que ça aide quand même de voir de part et d'autre. Alors que ici, donc, les administrateurs, l'administration a ce monopole et c'est très rare que quelqu'un puisse... entrer et puis sortir et se former des idées sur la meilleure manière de gouverner peut-être, et de l'autre côté, une meilleure manière de plaidoyer et d'interpeller. Et donc ça, c'est un des challenges, je veux dire un des défis, parce que l'organisation de l'État à Madagascar est telle. Même quelqu'un qui devient ministre, je vous assure, ils n'ont pas le contrôle sur le fonctionnaire d'un ministère. S'ils ont la chance, ils ont un bon cabinet de 10 qui font tout le travail. Ils ne peuvent pas s'appuyer sur l'administration de manière que l'on penserait dans d'autres pays. Et ça, c'est un des défis. C'est une chose que la société civile devait essayer de comprendre. Mais si je peux parler de la réorganisation, et ça va un peu dans le sens du financement, c'est ce que je disais par rapport aux bailleurs, et faire ce que les bailleurs veulent. Dans les financements, il n'y a rien de plus facile à monitorer, on va dire, à auditer, contrôler que les ateliers. Il y a eu combien de personnes, fiches de présence, indemnités. Et c'est cette paperasse-là, en fait, c'est tout ce système de financement par... les bailleurs de fonds qui font que ce n'est que le 8 mars qu'on fait quelque chose. Et moi, si j'avais à rêver d'une société civile, c'est une société civile qui aide les citoyens à naviguer les services publics. Si je prends un exemple, c'est la société civile qui aide les citoyens à s'inscrire sur les listes électorales, qui aide les citoyens à obtenir leur titre foncier, qui aident. Et c'est un peu ce trait d'union, ces activités-là, que je pense peut-être crédibiliserait un peu plus. Et on ne serait pas vidé de nos citoyens,
et que l'action, c'est pas tellement l'action économique qui a été évoquée tout à l'heure, hein, mais vraiment d'aider les citoyens malgaches à comprendre le dispositif légalo-réglementaire très compliqué et pour la plupart d'entre eux incompréhensible. Et comment faire que ces activités puissent être financées. Donc au lieu des nombres d'ateliers et de participants à vos ateliers, c'est peut-être le nombre de personnes que vous avez pu inscrire sur la liste électorale ou le nombre de titres fonciers que vous avez pu aider les gens à obtenir. Et c'est peut-être un peu ma casquette un peu juridique aussi et de conseil juridique qui dit que ce serait bien peut-être si on développait ça au sein de la société civile à l'avenir. Merci beaucoup, Madame le Président, pour votre éclairage. Alors, ce que vous venez de dire, me semble-t-il, est central. C'est pour ça que je solliciterai encore Madame Rafitson sur à peu près le même sujet, c'est-à-dire comment mobiliser davantage les citoyens, parce que vous en avez, vous en connaissez un rayon, on va dire, vous connaissant depuis assez longtemps, en fait, vos prises de position. Alors ça, c'est un peu bizarre. Hein. À un certain moment donné, des personnes qui applaudissaient vos prises de pouvoir, le lendemain, il vous désapprouvait un petit peu. Donc, on ne sait plus si c'était une vraie position de principe ou c'était les circonstances qui dictaient ces prises de position-là. Et vous l'avez dit, en fait, oui, la mobilisation citoyenne, elle est centrale. Comment est-ce que l'on pourrait faire concrètement donc, pour faire en sorte que la société civile la mobilise davantage au-delà d'un cercle, on va dire, d'intime, de personnes convaincues à la cause? Parce que là aussi, enfin, un constat, même dans la salle, hein, les personnes qui sont là seront les personnes que l'on retrouvera dans une autre conférence, dans d'autres secteurs aussi, ce seront les mêmes personnes. Et comment on va dire, rassembler au-delà de ce petit cercle de gens qui sont très engagés eux-mêmes, hein, il n'y a aucun doute là-dessus, mais comment se fait-il que l'on n'arrive pas à aller davantage au-delà de ce petit cercle? En fait, je pense que tout est centré sur l'engagement citoyen, le sens de l'engagement et le fait d'être un citoyen. Tout part de là, parce que je pense qu'on est 27 millions de Malgaches, mais on n'est pas 27 millions de citoyens dans le sens responsable du terme. Et c'est là qu'on pêche, nous, Malgaches, parce qu'on n'éduque pas, on ne nous éduque pas à devenir des citoyens, et encore moins des citoyens responsables, je dirais, qui osent s'engager. Quand je dis qui osent s'engager, ce n'est pas forcément seulement dans la société civile, là, mais dans tous les domaines de la vie publique, de la vie de la société. On n'ose pas, on a des œillères invisibles qui nous empêchent de nous engager. Et c'est de lever ce voile de l'ignorance peut-être qu'il faut faire aussi, en renforçant l'éducation civique. Dès le plus jeune âge, il faut dire aux enfants comment s'engager. Ça fait très cliché quand je dis ça, tout le monde dit ça, mais personne ne le fait. Non. Moi, perso, je trouve que c'est pas anticulturel, et puis la culture, elle se modifie quand il le faut. Hein. Il faut la modéliser. On ne va pas rester au XVIe siècle toute notre vie. Aujourd'hui, on a besoin d'engagement. On a besoin de citoyens engagés. C'est le moyen de s'affranchir justement de toutes les dépendances qui peuvent nous entraver. Quand on discute de dépendance financière, oui, nous aussi, chez TI par exemple, on n'a pas de fonds propres parce que c'est peut-être les petites affaires internes, mais on a 11 membres à Madagascar. Nous, on est le staff, hein, on n'est pas membre. Et les membres paient des cotisations annuelles. Et les cotisations annuelles sont de 50 000 arrières pour chaque membre. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec 50 000 arrières fois 11? Désolée, merci, chers membres, pour vos contributions, si vous nous regardez, bien sûr. Mais je veux dire, je parle très concrètement. Moi, donc, on dépend des projets qui sont financés par les bailleurs, mais là, je mets une nuance. Nous, on n'est pas obligés de faire ce qu'ils veulent. C'est vraiment une conduite qu'on s'impose chez nous. C'est nous qui imposons
on travaille dans l'anticorruption, dans la gouvernance, dans la promotion de l'intégrité, redevabilité, transparence, et on ne fait que ça. Donc, si un machin publie une annonce pour $1 million, nous, on ne fera pas si ce n'est pas dans notre champ de compétences. Et je pense que ça aussi, il faut qu'il y ait cette constance et cette honnêteté au sein de la société civile. On ne peut pas manger à tous les râteliers juste pour des motivations bassement pécuniaires. C'est ce qu'il faut corriger chez nous. Et moi, mon rêve, c'est une société civile malgache, financée par les citoyens malgaches. Luttons ensemble contre la corruption, allez, financez-nous, payez $1 chacun, on va faire des guides sur les procédures au tribunal, par exemple, comme ça, personne ne pourra plus se faire rabattre par... voilà, c'est ce genre de choses. On le fait pour nous-mêmes, pour notre société. Mais encore une fois, allez dire ça aux gens d'Anna Laquelle, par exemple, ils vont nous ricaner au nez, c'est clair. Parce qu'ils vont avancer l'argument de la pauvreté. On n'a pas les moyens de vous financer. Et ça, c'est la sempiternelle excuse. Mais c'est surtout la pauvreté de mentalité, le manque d'éducation démocratique, civique, qui fait ça. Parce que si on vous dit de payer $1 une fois l'an, est-ce que ça va vous tuer? Bon, ça, c'est le gros rêve. Après, pour être concret, je dirais que ce sont surtout aussi les relations avec l'État qu'il faut assainir. L'État doit arrêter de manipuler la société civile et la société civile doit arrêter de se faire manipuler. Aujourd'hui, et ça va m'attirer toute une série d'embêtements, on va dire, poliment, je constate quelque chose. On est à 2 ans des élections, hein, et l'État fait les yeux doux à l'Église catholique d'une multitude de façons possibles. Moi, je suis catholique aussi, c'est pour ça que je me dis, voilà, des problèmes à l'horizon. Mais, et dans ma thèse, l'Église fait partie de la société civile, les associations cultuelles aussi en font partie. Il y a une raison, si l'État tente aujourd'hui ce rapprochement, c'est parce que c'est un gros réservoir de vote. Et donc, il y a des deals qui se font dans l'obscurité, en toute opacité. Et moi, je dis, attention, on va répéter les erreurs du passé, un passé qui n'est pas si lointain. Donc, c'est ce type de comportement, d'acquaintance politique qu'il faut éviter, que chacun reste à sa place. Il y a une frontière. Je suis d'accord, Saounja, qu'on voit mieux quand on va de l'autre côté. Peut-être, mais il y a aussi des choix idéologiques, des convictions qu'on doit tenir sur la durée. Si on décide de prôner quelque chose, il faut que ça se fasse sur la durée parce que nos citoyens qui n'en sont pas encore tout à fait sont des girouettes. Ils regardent là où ça brille et là où ça parle le plus. Et malheureusement, chez nous, ça ne brille pas assez encore du côté de la société civile parce qu'on n'a pas ce sens de l'engagement, on n'a pas saisi nos priorités. Donc, moi, je dirais, je ne suis pas désespérée, on va y arriver à engager les citoyens, mais il faut leur marteler leur sens de responsabilité. C'est tout. Il n'y aura pas de recette miracle, c'est nous-mêmes qui allons résoudre ce BINS. Voilà. D'accord, merci beaucoup, docteur Afidson. Alors, l'ouvra Barakut Javoun, on a commencé par vous, on va terminer par vous pour cette première partie. Dans le premier tour de table, on a dû un peu cantonner votre intervention sur la définition des concepts, l'historique et s'en tenir à des généralités. Ce deuxième tour de table vous permet de vous lâcher un peu, si je peux me permettre, pour livrer votre analyse sur la société civile malgache actuelle et puis pour répondre, je dirais, à l'intitulé de la table ronde, quelle société civile pour Madagascar demain? Oui, merci. Alors, je voudrais revenir sur une question que vous avez posée pour introduire la deuxième partie. Comment entretenir des relations saines avec l'État? Mais est-ce qu'on peut entretenir des relations saines avec l'État quand on a comme mission, quand on a comme fonction celle d'interpeller l'État, celle de dire à l'État est-ce que vous faites votre travail? Kay, tout à l'heure, a évoqué un mot, résister
contre l'ennemi. Et généralement, quand il faut interpeller, l'État devient un peu, je ne dirais pas que c'est la réalité, mais l'État devient un peu l'ennemi. Et ce n'est pas étonnant si chez nous, à chaque fois qu'un membre de la société civile, qu'un citoyen engagé dans la société civile prend la parole, il est tout de suite étiqueté d'opposition, même quand cette personne-là n'a aucune ambition politique, quand cette personne n'a aucune velléité d'aller franchir la frontière, la ligne rouge qui sépare le civil et le politique. Pour l'État, c'est facile. Vous êtes en train de nous critiquer parce que vous souhaitez avoir notre place. Mais je pense que c'est... et là, j'abonde autant dans le sens de Saounja que dans le sens de Kay, quand elle parle de... entretenir des relations saines avec l'État, c'est jouer ce rôle de passerelle, en plus de tout ce qui est interpellation, en plus de tout ce qui est résistance aux différentes, à certains pouvoirs, c'est jouer ce rôle de passerelle. Quand Saounj était dans la société civile, j'ai eu le plaisir de travailler avec elle justement dans cet aspect d'aider le citoyen à comment s'inscrire, et on faisait tous les samedis, je pense périodiquement, on remplissait une page pour aider, par exemple, les citoyens à s'inscrire sur la liste électorale, à expliquer aux citoyens les lois. Un moment, on expliquait aux citoyens qu'est-ce que c'est que l'énergie. Et la société civile, je pense, devrait davantage s'engager dans cette optique-là, dans cet aspect de... je parlais du rôle d'aider les citoyens à jouer aussi leur rôle, d'aider les citoyens à devenir des citoyens, d'aider le malgache. Parce que bon, on n'est pas citoyen, on est malgache, et puis on devient citoyen. Et le rôle de la société civile, ça serait aussi d'aider les malgaches à devenir des citoyens, à devenir de vrais citoyens, à s'engager. Peut-être que ça passera par des ateliers, parce que c'est peut-être aussi par les ateliers que les citoyens vont acquérir certains concepts. Peut-être que ça passera par créer une école, parce que c'est à l'école qu'on peut donner certains concepts aux jeunes. Peut-être que ça passera par faire des interventions dans les petites classes pour apprendre certaines notions de droits de l'homme aux citoyens. Moi, aujourd'hui, je suis sidérée quand je vois des organisations de la société civile qui ne savent même pas ce que c'est la présomption d'innocence, le droit de la défense. Et c'est terrible de constater. On suit tous l'actualité. On a un cas qui est aujourd'hui viral, qui va faire le buzz. Enfin, on en parle beaucoup, et je viens de lancer un coup de gueule dans un groupe de discussion de journalistes. Quand on a des journalistes qui sont censés, donc des journalistes qui viennent de l'ordre des journalistes, qui ont été choisis par l'ordre des journalistes pour représenter les journalistes dans une organisation, et quand ça se permet de ne pas respecter un principe, un tout petit principe qui, je pense, doit être respecté par quelqu'un qui se targue de représenter une corporation dans une organisation de défense des droits de l'homme, de l'état de droit et tout, c'est la présomption d'innocence. Et ça, il n'est même pas capable de respecter ça. Donc, ces choses-là, je ne sais pas ce qui... Enfin, j'assiste parfois à des ateliers ou à des colloques, mais est-ce qu'on parle de ces choses-là aussi ? Est-ce qu'on revient toujours à toutes ces affaires de financement ? Est-ce que c'est le plus important d'avoir des indemnités ? Moi, je ne suis pas contre les ateliers et les conférences, ni contre les colloques, parce que je pense que ce sont des lieux d'échange où on échange des idées. Parce que c'est en échangeant des idées, en écoutant les autres, qu'on peut avancer. Mais comment s'assurer que dans ces
dans ces ateliers-là, on parle vraiment des choses importantes, des choses que les citoyens doivent savoir. Et c'est là, s'il faut paraphraser Saounja Ike, ça serait une société civile qui agisse davantage dans l'éducation des citoyens, qui aide davantage les citoyens à faire son travail, qui aide davantage le citoyen à devenir citoyen. Ça serait une société civile, un citoyen, une organisation qui, quand moi, journaliste, l'appelle pour donner une expertise sur un sujet, c'est de répondre. Parce que s'il y a une chose difficile, c'est on voulait mettre en place sur nos plateformes des petites émissions où on va parler justement de toutes ces notions, où on va donner des tutos, parce qu'on aime parler ça, des tutos citoyens, genre qu'est-ce que la présomption d'innocence, comment s'inscrire ici, mais c'est difficile de trouver des sources, même pour parler de ça. C'est très difficile parce que non, on n'a pas le droit de parler. Non, je suis tenue par une obligation de réserve. Non, il faudrait que... Et du coup, on n'a rien. Et nous, journalistes, on n'est pas des spécialistes. Notre spécialité, ma spécialité, c'est quand vous dites quelque chose, c'est d'arranger pour que mon lecteur lise. C'est de vous amener à dire quelque chose, de simplifier la façon dont vous dites les choses dans votre jargon technique. Moi, je ne suis pas spécialiste. Et bon, moi, j'ai fait un peu de droit, j'ai fait un peu d'histoire et je m'y connais un peu en certains concepts. Et là, je milite pour qu'aujourd'hui, on ait plus de journalistes qui aient cette culture générale-là. Mais depuis quelque temps, on a de moins en moins de journalistes qui ont cette culture générale. Et du coup, ils vont approcher des sources. Eux, ils ne savent pas ce que c'est la présomption d'innocence. C'est vous qui êtes sur le terrain qui savez. C'est la société civile qui sait. C'est l'expert qui sait. Le journaliste, il ne sait pas ça. Et ça, ça serait la société civile qui ferait ça. Et il y a moyen, c'est dans l'éducation du citoyen, c'est juste, et comme ça, vous pouvez, la société civile peut aider le citoyen à devenir citoyen. La société civile, si elle ne va pas, parce que je comprends qu'aujourd'hui, on est tous un peu peur de s'exprimer. Je comprends qu'aujourd'hui, Kena n'est personne derrière elle parce que tout le monde a un peu peur d'être renvoyé, tout le monde a un peu peur même nous les médias, il y a certaines choses qu'on n'ose pas se dire parce que c'est toute une économie qui va disparaître si jamais on se permet. Je comprends tout ça. Et donc, à défaut de s'engager sur cet aspect interpellation, sur cet aspect résistance, il y a d'autres moyens de résister. Et ça commence par l'éducation des citoyens. Apprendre aux jeunes enfants. On peut leur apprendre dès leur jeune âge. Et ils copient sur les modèles qu'ils ont. Nous, on est journalistes et on vient avec tout ça à la maison, on discute de tout ça à la maison. Et malheureusement, on a l'impression que c'est ce qu'ils ont retenu. Pétition, fangan, et tout. Et c'est terrible. Je vous remercie. Merci beaucoup, Louvara Pari.